Bonjour à tous. Donc je m'appelle François, je suis associé, chez Pierre et François. On a un cabinet de courtage en assurance et Pierre ici présent est mon associé. Donc nous commençons, par un petit sommaire pour aborder le sujet, de la prévoyance qui est le sujet, le plus fourni en termes de questionnement, en termes de problématiques que l'on peut rencontrer, en termes de disparités, de réponses apportées sur le marché de l'assurance. Donc le sujet, accrochez-vous bien, va être fourni, relativement technique, mais je pense que ça vous apportera, pas mal de clés, pour y voir plus clair, sur tout ça. Donc on va commencer, on va se présenter rapidement. Ensuite, on va faire un focus sur la prévoyance et le bénéfice que vous avez avec votre régime obligatoire, avec la CARMF. Et ensuite, on fera un focus sur plusieurs sujets clés que nous jugeons essentiels au sein des contrats à bien regarder. On va avoir la notion d'invalidité, on va avoir la notion de mi-temps thérapeutique, on va avoir la notion d'affection psychique et les rechutes. On va avoir la notion de maternité, etc. Donc, on aura plusieurs problématiques à aborder. Et ensuite, on vous proposera un petit temps d'échange si cela vous convient. Le métier de François, courtier. je te coupe Ouais. juste une seconde. Étant donné qu'on n'est vraiment pas nombreux aujourd'hui, l'idée, c'est peut-être que si vous avez des questions au fil du webinaire, on puisse les traiter, au fil de l'eau. Quand on est nombreux, c'est compliqué de le faire. Comme là, on n'est pas nombreux, profitez-en, levez la main. Je crois qu'il y a un outil pour lever la main s'il y a vraiment des questions, pendant le webinaire, plutôt qu'on déroule toute notre présentation. Comme vous n'êtes pas nombreux, voilà, n'hésitez pas. Ouais, une bonne idée. Donc rapidement, pour nous présenter un peu, pour savoir qui vous parle, Pierre et moi, on est courtier en assurance, donc on a un cabinet qui s'appelle Pierre et François. L'objectif du courtier, enfin nous, on va travailler sur 3 domaines les 3 grands domaines de compétences de l'assurance, que sont l'épargne et la retraite, la protection sociale, donc la prévoyance, la complémentaire santé et tout ce qui est, responsabilité professionnelle. Donc nous, au cabinet, on est, scindé en plusieurs pôles techniques et chaque pôle technique va répondre à ces différentes thématiques. Aujourd'hui, on agit sur, on travaille de la Sarthe jusqu'à Bordeaux. On a quand même beaucoup de clients qui sont sur le bassin, nantais, Loire-Atlantique. On a des clients, on n'a pas que des professions, médicales, même si, vous faites partie, vous êtes en grand nombre, dans nos sujets quotidiens. On va travailler aussi, auprès des TPE-PME et ça fait 5 ans qu'on accompagne, l'Union régionale des médecins des Pays de la Loire, au travers de ces webinaires, au travers des rendez-vous annuels de l'URML et puis des visios coup de pouce, que l'on anime aussi. Hem, donc, rapidement, notre métier de courtier, il est assez simple, hein. Un courtier, l'objectif, c'est quoi? C'est, d'aller, identifier par rapport à un cahier des charges, à des problématiques d'assurance qui nous sont posées, d'aller, regarder, suivre, le marché de l'assurance, les solutions qui sont existantes, heu et d'aller sélectionner les meilleures offres et ensuite, vous suivre, lorsqu'il y a un sinistre, bah, vous aider dans les moments difficiles et voilà, pour faire les bons choix. Hem, Là, vous avez rapidement l'ensemble une partie, des assureurs avec lesquels on travaille. Donc, on travaille avec beaucoup d'assureurs. L'offre, notamment prévoyance, pour les professions médicales, elle est très, très fournie, sur le marché. Tout le monde adore les professions médicales parce que, c'est globalement des professions c'est des professions stables, d'avenir et cetera. Sauf que bon, sur le marché, on voit qu'il y a énormément de disparités dans votre couverture et donc on va rentrer dans le vif du sujet. C'est parti, du coup, on va essayer de ne pas vous perdre, déjà qu'on n'est pas très nombreux aujourd'hui. Voilà, on va aborder des notions qui sont un peu techniques, donc on va essayer, malgré tout d'être synthétique, mais on est obligé de rentrer un petit peu, dans le détail. Alors juste quelques petits chiffres, pour commencer. Ouais. Hem,
Ouais, c'est pas moi qui ai la main. Super, merci François. 4 chiffres qui nous ont un petit peu marqués quand on a préparé cette présentation. Le premier, c'est le nombre de jours, 45 jours. À quoi ça correspond? 45 jours, c'est la durée moyenne aujourd'hui d'un arrêt de travail chez une profession libérale. Alors, pas essentiellement médicale, mais une profession libérale au sens global du terme. Un deuxième chiffre assez intéressant, 24%, c'est le pourcentage des médecins qui ont déjà eu un arrêt de longue durée. De longue durée, on entend durée d'arrêt de minimum 3 mois. C'est-à-dire globalement un médecin sur 4, ce qui est quand même relativement conséquent. 50%, c'est quoi? C'est le taux de souscription d'une profession libérale à un contrat de prévoyance individuelle. Ça veut dire quoi? Ça veut surtout dire qu'il y en a 50% aujourd'hui qui n'ont pas souscrit à un contrat de prévoyance individuelle. Le taux est certainement plus élevé pour vous, les professions médicales, mais c'est pareil, là, on raisonne profession libérale au global. Et le dernier chiffre que l'on voulait vous présenter, 15 à 20 000 euros, c'est quoi? C'est le revenu moyen perdu quand on n'a pas de prévoyance complémentaire pour un arrêt allant de 3 à 5 mois. Voilà quelques chiffres évocateurs pour se lancer dans le grand bain de notre sujet de la prévoyance individuelle. Aujourd'hui, quelques données clés. Moi, aujourd'hui, le chiffre qui m'intéresse le plus, c'est, et depuis le Covid, globalement, on s'en aperçoit, c'est l'augmentation des charges de prestation des régimes déjà obligatoires et des régimes de prévoyance individuelle complémentaire. Entre 2023 et 2024, on a eu une augmentation de plus 6% des prestations versées. D'accord. Autre chiffre très marquant pour les médecins cette fois-ci, c'est les signes de burn-out. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les burn-out sont responsables d'une invalidité sur deux, pardon. Donc on en parlera par la suite, des affections psychiques. C'est un sujet qui est très important parce qu'aujourd'hui, on a des restrictions de plus en plus importantes des assureurs. Et c'est aujourd'hui notre boulot d'aller chercher le contrat qui est le mieux adapté par rapport à vos risques qui sont les plus prégnants au sein de votre profession. Bon, le nombre de cotisants n'a pas forcément d'intérêt pour vous aujourd'hui. Et puis, le chiffre 63,52 €, on y reviendra par la suite parce que c'est les IJ versés en cas de maternité par la caisse primaire d'assurance maladie. Très rapidement, la prévoyance, c'est quoi dans les grandes lignes? Vous le savez, hein, c'est un mécanisme de couverture qui va répondre à un besoin de réponse immédiate suite à une perte de revenus. D'accord. Perte de revenus en cas d'incapacité, d'invalidité, voire même de décès. Et aussi, et ça c'est un point qu'on oublie assez souvent, assez régulièrement, une prévoyance individuelle complémentaire va prendre en charge vos frais fixes qui sont liés à votre activité, puisque si demain vous êtes en arrêt, que ce soit un arrêt de courte ou de longue durée, vos frais fixes vont continuer de tourner. Et donc il est important de pouvoir les assurer à ce niveau-là. C'est à moi. Alors, pour bénéficier, sur votre régime CARF, en fait, pour bénéficier, nous, on parle de prévoyance complémentaire initialement, mais avant, de prévoir un contrat supplémentaire chez un assureur, il faut un peu comprendre, votre prévoyance, CARF est-ce que vous payez des cotisations et quels sont les droits associés à ces cotisations? Donc vos cotisations, en fait, vous avez cotisations obligatoires annuelles. Et le montant de cette cotisation va évoluer en fonction de votre, rémunération. Donc vous pouvez voir à gauche ici, en classe A pour une rémunération inférieure au plafond annuel de la sécurité sociale. Donc le plafond annuel de la sécurité sociale, il évolue tous les ans, mais pour 2025, il est de 47 100 €. Donc pour une rémunération inférieure à 47 100 €, vous avez une classe de cotisation A 631. Pour un revenu entre, le plafond annuel de la sécurité sociale et 139 000 €, vous avez une classe de cotisation B, 712 €, et cetera, et cetera. Ces cotisations vous donnent droit à des prestations. Donc ces prestations, sont les suivantes: vous avez des indemnités journalières, vous avez de la rente invalidité, vous avez de la rente temporaire pour enfants à charge et vous avez du capital décès. Vous pouvez voir à droite, les limites de la couverture CARMF. On peut voir du 91e jour jusqu'à 3 ans. Ça veut dire qu'avant 90 jours, la CARMF n'intervient pas et en fonction de votre âge et de votre classe de cotisation,
vous allez avoir des indemnités journalières qui vont vous être versées. Donc, un médecin qui gagne moins de 47 000 euros et qui a moins de 62 ans va bénéficier de 75,06 euros par jour. Si il gagne plus de 47 000 jusqu'à 140 000, il a une couverture CARM de 112, et etc., etc. Il faut voir que le nerf de la guerre dans la prévoyance, c'est l'invalidité, c'est vraiment le gros risque. Ce gros risque aujourd'hui, là, les montants indiqués et possiblement perçus au titre de vos cotisations CARM, c'est en cas d'invalidité totale, c'est-à-dire que c'est invalidité de troisième catégorie, assistance à tierce personne pour subvenir à vos besoins. Globalement, c'est pas ces invalidités-là qu'on retrouve le plus, qui sont le plus vécues. C'est vraiment aujourd'hui euh, à une possibilité maximum. Mais en général, la moyenne des prestations versées par la CARF, elle est plus de moitié, elle va être de 11 000 euros environ sur de l'invalidité. Vous pouvez aussi bénéficier d'un capital d'essai, donc à hauteur de 66 000 euros. À savoir que ce capital d'essai, il va être conditionné par enfin non, pas la Le rente décès. temporaire. Comment? Le décès, il va être conditionné par le décès. Ouais, le décès va être conditionné par le décès. Non, non, c'est que bien souvent, en fait, sur les régimes, les régimes obligatoires, euh, vous pouvez aussi avoir des rentes de conjoints, mais qui sont conditionnées par des montants de rémunération sur le foyer, etc. Et bien souvent, on dépasse largement ces plafonds, donc les rentes de conjoints ne sont pas forcément distribuées. Euh, Là, vous avez un exemple très pratique. Donc, pour un revenu de 55 000 euros net par an, vous pouvez voir que depuis le 1er juillet 2021, en fait, pour un arrêt de 4 jours à 90 jours, aujourd'hui, il y a la nationale d'assurance vieillesse des professions libérales. Toutes les professions libérales en bénéficient aujourd'hui, sauf les avocats. On bénéficie d'une couverture donc de 4 jours jusqu'à 90 jours de à peu près 50% de notre rémunération. La vraie règle, c'est ça, c'est un 730e de la rémunération, mais ça fait 50%. Et vous avez un plafond maximum de versement de ces indemnités d'environ 162 euros au jour. Donc, on a un plafond par rapport à une rémunération. On peut voir donc que pour 55 000 euros net par an, la CARM va intervenir à partir de 90 jours jusqu'à 3 ans sur les indemnités journalières. Donc, indemnités journalières, ça a trois causes: la maladie, l'accident, l'hospitalisation. La CARM va intervenir à hauteur de 112 euros par jour parce qu'on a une rémunération supérieure au plafond annuel de la sécurité sociale. Donc, sur les 3 premières années, on va dire, on a un manque à gagner en niveau de vie, en rémunération, on a un manque à gagner de 25%. Le sujet, il va être sur l'invalidité. Là, on reprend encore la notion d'invalidité totale, donc assistance à tierce personne, etc. La CARM va nous verser 22 524 euros. Donc là, on est dans un cas plutôt très grave. On a un manque à gagner pour une rémunération de 55 000 euros. On a un manque à gagner de 61%. Donc, si on n'a pas une invalidité totale, on va voir que la CARM va intervenir à une hauteur encore moindre et on aura un manque à gagner encore plus important. Donc là, en fait, la notion d'invalidité, aujourd'hui, c'est un des nerfs de la guerre dans un contrat de prévoyance pour s'assurer de souscrire une solution qui va m'apporter une vraie couverture. Euh, Prévoyance individuelle, donc en fait, dans les contrats que l'on choisit, la première chose à savoir, c'est quelle structure a mon contrat de prévoyance, c'est-à-dire j'entends là par structure, j'entends par j'ai un arrêt de travail ou une invalidité, quelle est l'assiette de rémunération qui va être utilisée par l'assureur pour calculer mes droits, pour me dire, ben voilà, j'ai tant d'indemnités journalières, euh, j'ai tant de rente invalidité, etc. Donc, c'est l'assiette de rémunération. Cette assiette de rémunération, ce calcul d'assiette, elle va différer, enfin, elle est différente
suivant la structure contractuelle de mon dossier d'assurance, de mon contrat de prévoyance. Aujourd'hui, vous avez 3 grandes structures sur le marché. Et il y en a 2 qui sont majoritairement pratiquées, les structures indemnitaires et les structures forfaitaires sous déduction du RO, du régime obligatoire. Qu'est-ce que c'est une structure indemnitaire? C'est compenser une perte de revenus en lissant la rémunération des 3 dernières années, c'est-à-dire qu'il vous arrive quelque chose, l'assureur va donc vous demander, il va faire une moyenne en fonction des bilans que vous lui communiquez, il va faire une moyenne de la rémunération que vous avez perçue ces 3 dernières années. Cette moyenne, ça va lui permettre de calculer son assiette, la table sur laquelle euh, il va vous, il va calculer l'indemnité et la rente. Ensuite, vous avez une structure forfaitaire sous déduction du régime obligatoire. Ça veut dire que quand vous souscrivez votre contrat de prévoyance, vous choisissez un forfait. C'est vous qui déterminez, par exemple, voilà, je me lance dans mon activité de médecin. Je choisis de me couvrir pour 50 000 euros par an parce que j'ai un prévisionnel, etc., etc. Et donc là, le contrat de prévoyance ne va pas prendre en compte lorsqu'il vous arrive une patho ou un arrêt, il ne va pas prendre en compte, il ne va pas faire de moyenne des 3 dernières années, il va se baser sur le forfait, sur le déclaratif que vous avez fait lors de la souscription du dossier. Donc c'est une déclaration sur l'honneur qui dit, bah voilà, moi je veux être couvert pour tant. Et cette couverture prend également le complément, enfin fait le complément avec les régimes obligatoires. La distinction après que l'on a avec une structure de prévoyance à une forfaitaire pure, un contrat forfaitaire pur, c'est je souscris mon contrat de prévoyance, euh, je n'ai pas vraiment de prévisionnel, etc. Je souscris vraiment un montant fixé au contrat qui ne va pas tenir compte des indemnités journalières versées par le régime obligatoire et qui ne donnera lieu à aucune justification des revenus. Donc, c'est des contrats qu'on retrouve rarement chez les professions médicales, euh, mais ce sont des contrats qui sont généralement plus chers à l'achat parce que on n'a aucune justification, etc. Mais bon, la stabilité tarifaire et contractuelle est un peu douteuse. Donc aujourd'hui, en fait, de toute manière, suivant la structure qui est choisie, globalement sur les structures indemnitaires, on va aller chercher des structures indemnitaires quand on est assis dans son activité, quand on connaît ses charges fixes, quand on a une bonne vision depuis plusieurs années sur son activité et sur son résultat. On va sur une structure forfaitaire, nous on propose et on appuie les structures forfaitaires quand on est sur un début d'activité et quand il peut y avoir de la volatilité sur les revenus. Il vaut mieux choisir des structures forfaitaires sous déduction du régime obligatoire, sachant que dans la prévoyance, il y a une règle, c'est la règle du non-enrichissement. C'est-à-dire que sur une structure forfaitaire sous déduction du régime obligatoire, on peut avoir une marge de manœuvre de 20% à la hausse comme à la baisse de couverture. C'est-à-dire quelqu'un qui s'assure sur 50 000 enfin sur 100 000 et qui va générer 50 000 euros de revenus, là, il y a un effet d'enrichissement qui est un peu recherché. Enfin, c'est pas, il y a un gros déséquilibre. Quand on va assurer quelqu'un sur 60 000, 65 000, 70 000, alors que la rémunération déclarée à la fin, elle est de 50 000, c'est pas très grave. Mais c'est dans les grands écarts. Euh, Ensuite, bon, sur cette base contractuelle qui permet de déterminer votre assiette, vous avez la notion d'option fiscale. Alors, on parle souvent de la loi Madelin. Donc, la loi Madelin, en fait, c'est ce qui vous permet de passer votre contrat de prévoyance, de l'identifier comme une charge dans votre bénéfice. Donc, vous avez une capacité à le déduire. Donc, ce calcul est simple, c'est 3,75% du revenu professionnel. Donc, vous prenez votre revenu professionnel, vous faites 3,75% plus 7% du plafond annuel de la sécurité sociale. Donc 7% plafond annuel de la sécurité sociale,
de 47 000 et ça vous donne votre plafond de déduction fiscale. Il y a un sujet là-dessus sur la déduction fiscale, c'est que la fiscalité, c'est souvent du marketing. Donc, faut faire gaffe parce que ce que je prends à l'entrée, ce que je déduis à l'entrée, en général, est repris en sortie. La fiscalité française, c'est toujours un chat qui se mord la queue. Et je vous donne un exemple simple. Une rente invalidité. Je gagne 100 000 euros. Je m'assure pour 100 000 euros par an. J'ai une rente invalidité, donc j'ai une cotisation que je paye pour la rente invalidité qui me coûte 1 000 euros. D'accord? Très bien. J'ai une tranche marginale d'imposition, allez, de 41%. Donc, quand je paye 1 000 euros de cotisation, je fais une économie d'impôt annuelle de 410 euros. En 10 ans, j'ai gagné en impôts, j'ai gagné 4100 euros. Très bien, super. Le jour où j'arrive en invalidité, une invalidité totale, et que je vais percevoir mes 100 000 euros de rente, si je perçois mes 100 000 euros de rente, je vais être entièrement fiscalisé sur cette rente. Donc tous les ans, je vais avoir de la fiscalité, de l'imposition sur le revenu qui va être très importante. Donc finalement, entre faire un gain fiscal qui peut être bon, avec une contrepartie à reconsidérer et lorsqu'il m'arrive vraiment un pépin, avoir une forte fiscalité, pour nous, c'est pas propice, notamment sur le sujet de l'invalidité. Donc ça, c'est pour ça qu'on vous parle d'option fiscale. La loi Madelin, ce n'est pas une obligation dans les contrats de prévoyance. C'est une option. Et sachant enfin, ça dépend des contrats sur le marché. Bien souvent, vous pouvez choisir. Pour les indemnités journalières, je vais déduire. Pour l'invalidité Madelin, je ne vais pas déduire. Pour les frais professionnels, etc. Bon, le décès, on déduit jamais, mais voilà, c'est vraiment un sujet qu'il faut regarder et qui est individualisé par rapport au foyer, à vos montants de rémunération, etc. Je m'arrête là sur ce sujet-là. Pierre, tu veux ajouter quelque chose? Non, non, c'est très clair. Julie, on a combien de temps pour le webinaire? Vous avez jusqu'à 14h, mais j'avais mis même 14h30 si. Non, non, mais c'est juste pour avoir une idée du. C'est vrai que c'est Ok. un sujet assez riche, donc. Est-ce que vous avez des questions? Vous avez des questions ou pas? Non? Ah, on Je vous vous entends entend Docteur pas. pas. Cosset, vous avez votre micro désactivé. L'option fiscale, quelle que soit la structure qui est choisie, elle peut s'appliquer, que ce soit Oui, indemnitaire ou forfaitaire. oui, exactement. On Ça, a choisi ou ça pas. en dépend pas. C'est Ouais, un deuxième choix. ouais, Ouais. tout à fait. Sachant que, comme le disait François, sur le capital d'essai, on n'a pas le choix. C'est forcément D'accord. du non Madelin. En revanche, et c'est vrai que c'est quand même pas souvent exprimé dans la profession. On se rend compte que peu de gens en parlent. C'est vrai qu'il faut bien faire attention ligne par ligne. Et c'est vrai que la partie invalidité est la plus importante selon nous pour ne pas déclarer en Madelin parce que c'est aujourd'hui le plus gros risque encouru. Et ce plus gros risque encouru, si demain vous êtes déclaré invalide, je dis une bêtise, à 40 ans et que vous avez 25 ans devant vous de rente d'invalidité, bah, ça va être 25 ans d'invalidité fiscalisée. Donc, ça va représenter un chiffre bien plus important que l'économie fiscale que vous aurez fait tous les ans de l'ordre de 400, 500 euros. Et D'accord. ça, faut avoir en tête, c'est pas une approche que les experts comptables ont du tout. Donc, vous n'aurez pas de conseils, ils n'ont pas l'habitude de cette réflexion-là. D'accord. Donc là, on a vu une petite partie et maintenant, on va rentrer encore un peu plus dans le sujet. Ah, super. Super. L'invalidité. Du coup, c'est quand même un des sujets aujourd'hui les Excusez-moi, plus importants. Ouais. avant de passer à ça, j'ai une question. Peut-être vous allez en parler, par exemple, je ne sais pas si un jour ça nous arrive d'être en arrêt. Est-ce que dans la prévoyance, il faut prévoir aussi le coût de la CARF, URSSAF, tout ça, ou est-ce que ça peut s'arrêter, enfin, on peut arrêter de cotiser si on a un souci de santé? Vous voyez ce que je veux Vous, dire? vous Alors, voulez c'est dire, des... est-ce qu'on peut arrêter de cotiser au régime obligatoire? En fait, moi, je m'étais inscrite parce que du coup, moi, j'ai vu avec une courtière en assurance. Donc, moi, je Hmm. fais du libéral depuis 3 ans. Avant, j'ai toujours travaillé à l'hôpital.
Et du coup, au début, vu que je n'avais pas en fait une activité complète, mes revenus n'étaient pas vraiment réels de ce qu'il peut gagner un médecin généraliste. Donc au début, j'ai payé 150 euros par mois de prévoyance. Et là, j'avais fait une réévaluation. Suite en fait aussi le fait que les revenus sont augmentés. Et du coup, on me parle en fait de 300 euros par mois. Et dans cette somme-là, si jamais il m'arrive un truc, c'est la prévoyance qui va payer aussi toutes les cotisations sociales, les cotisations pour la CARF, toutes les dépenses de cabinet, tout ça. Mais je me pose la question, si un jour, je sais pas, moi, on est en arrêt de travail, est-ce qu'au bout d'un moment, on peut dire à la CARF et à l'URSSAF, là, je suis malade, je peux pas cotiser, est-ce qu'on peut faire une pause? Ou est-ce que... Alors sur la carte URSSAF, en fait, de toute manière, si vous êtes vraiment en arrêt sur une ALD, par exemple, sur de la longue durée, ces choses-là, Ouais, vous allez avoir forcément une diminution ou un arrêt total de votre activité. Et si vous avez une diminution, un arrêt total ou partiel de votre activité, on y viendra après d'accord. dans le mi-temps thérapeutique. C'est un sujet assez important chez vous. De Mhm. toute manière, vous avez avoir une diminution du chiffre d'affaires, et en fait de l'activité déclarée, donc vos charges forcément sur l'URSSAF et la CARM vont être réduites. Après, euh, la réponse précise auprès de la CARM, est-ce qu'ils permettent de faire un gel du paiement des cotisations durant une certaine durée? Je ne l'ai pas. D'accord. Ouais. On regardera, on va vous répondre juste après. Et en revanche, d'où l'importance de bien s'assurer aussi sur vos charges fixes professionnelles. Ça, c'est super important. Et dans les charges D'accord. fixes professionnelles, vous avez des délais d'indemnisation en fonction des contrats. C'est-à-dire que vous pouvez être indemnisé pendant 6, 12, voire 18 mois, en fonction, voire même 24 mois, je crois, le maximum sur certains contrats, en fonction de votre arrêt. Et en fait, le sujet, il est super important parce que ces charges fixes, comme vous le dites vous-même, elles courent. Et si demain vous êtes en arrêt ou même en mi-temps thérapeutique ou en affection longue durée ou autre, les revenus ne seront Mhm. forcément pas les mêmes. Pour autant, sur une année courante, peut-être que les charges, elles, seront aussi importantes que ce que vous aviez avant. Ouais, Donc, effectivement, c'est un vrai sujet qu'on d'accord. évoquera après, si on a le temps. Ça marche. Merci. Et si jamais on n'a pas le temps, vous reviendrez vers nous par la suite, il n'y a aucun souci. Ouais, ok, merci. L'invalidité, du coup, ce qui est hyper important dans un contrat de prévoyance, nous, aujourd'hui, on est courtier. Donc, pour faire simple, on n'a Et moi. pas... Ouais, je veux bien que tu remettes juste avant, François. On n'a pas intérêt à vendre aujourd'hui un produit de telle ou telle compagnie. Nous, aujourd'hui, l'objectif pour vous, c'est de se dire quel est le contrat d'assurance dont les conditions générales et particulières vont être les meilleures pour votre situation. D'accord ? Donc, s'agissant du taux d'invalidité, chaque contrat va avoir ses spécificités. Vous savez que quand on calcule un taux d'invalidité, on a deux invalidités spécifiques, l'invalidité fonctionnelle d'un côté, l'invalidité professionnelle de l'autre. C'est très simple, l'invalidité fonctionnelle, c'est votre propension à exercer des actes de la vie courante. Donc voilà, indépendamment de votre métier, c'est-à-dire est-ce que je peux m'habiller, est-ce que je peux préparer à manger, etc. Ça, c'est vraiment l'incapacité fonctionnelle. Et de l'autre côté, et c'est souvent ce qui intéresse énormément les professions médicales, c'est votre invalidité professionnelle. C'est tenir compte finalement de comment est-ce que vous exercez votre profession antérieurement à votre maladie ou à votre accident. C'est-à-dire, est-ce que je suis encore en capacité d'exercer ou non mon métier. Et donc, du coup, pour faire simple, dans les contrats d'assurance, quels qu'ils soient, vous avez, on va dire, trois types d'évaluation du taux d'invalidité. Vous avez soit l'invalidité fonctionnelle, soit l'invalidité professionnelle, soit ce qu'on appelle le barème croisé. Ce que vous retrouvez en bas, c'est un barème croisé en fonction de votre incapacité fonctionnelle et de votre incapacité professionnelle. Et en fait, le but du jeu, c'est de se dire quel est le contrat qui va m'être le plus favorable si demain je suis en invalidité. Il ne faut pas tout le temps se dire que ça va forcément être le barème professionnel, même si dans la majorité des cas, il semble quand même que ce soit le cas. Il faut trouver le contrat qui soit le plus opportun et le plus favorable quand le sinistre arrivera. La petite photo que Françoise a mis, que François, pardon, j'ai dit Françoise, excuse-moi, c'est comment est-ce qu'on voit une incapacité fonctionnelle et une incapacité professionnelle sur, on va dire, le même type de pathologie. Donc là, c'est une personne qui a perdu son pouce. On va dire que c'est un chirurgien dentiste. Aujourd'hui, quand on est chirurgien dentiste et qu'on n'a plus de pouce, on peut potentiellement beaucoup moins exercer. C'est pour ça qu'on a une incapacité professionnelle à 80%,
alors que exercer des actes de la vie courante, ça semble pouvoir être complètement faisable encore. C'est pour ça qu'on a une incapacité fonctionnelle à 20%. Voilà. Et dans le cas présent, le taux d'incapacité fonctionnelle, il va venir diminuer finalement votre taux d'invalidité, l'évaluation du taux d'invalidité total. Voilà. Tu peux passer à la slide suivante. Ouais, c'est celle-ci. Non, je viens de la... Merci. Du coup, l'évaluation du taux d'invalidité, donc voilà, c'est ce qu'on disait, le taux d'incapacité fonctionnelle est supérieur au taux d'incapacité professionnelle. Qu'est-ce qui se passe? Parce qu'aujourd'hui, on a des contrats où le taux d'incapacité professionnelle sera le taux d'invalidité retenu. Donc, si on a un contrat où c'est le taux d'incapacité professionnelle qui est retenu, alors que le taux d'incapacité fonctionnelle est supérieur au taux d'incapacité professionnelle, on ne prendra pas en compte le taux d'incapacité fonctionnelle, mais seulement le taux d'incapacité professionnelle qui vous sera alors défavorable. C'est le cas là. Donc, l'exemple, c'est un diabète de type 1 chez un chirurgien de 34 ans. Diabète mal contrôlé. On a du coup un taux d'incapacité fonctionnelle de 40% et un taux d'incapacité professionnelle de 20%. Donc, c'est un cas qui peut se produire où on a un taux d'incapacité fonctionnelle supérieur au taux d'incapacité professionnelle. Quid dans ce cas-là de votre contrat de prévoyance? Si aujourd'hui vous avez des contrats de prévoyance, allez voir dans vos conditions générales ce qui s'y passe parce que c'est un des sujets les plus importants aujourd'hui quand on vient choisir un contrat de prévoyance. C'est ce qu'on met à droite, un petit peu les éléments clés, les éléments importants. Donc, prise en compte uniquement du taux d'incapacité professionnelle si ce dernier est supérieur au taux d'incapacité fonctionnelle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, en fait, on va conserver le taux d'invalidité qui sera le meilleur et ça ne sera pas nécessairement le taux d'incapacité professionnelle. Autre chose importante quand on fait l'évaluation de votre taux d'incapacité professionnelle, il doit être apprécié, si vous voulez, en fonction de la diminution de votre aptitude à exercer votre activité, en tenant compte notamment des possibilités en ne tenant pas compte des possibilités d'aménagement dans l'exercice de la profession. Voilà. C'est ce qu'on met, il ne doit pas être tenu compte de la capacité restante à exercer une autre profession. C'est-à-dire que si demain vous êtes en invalidité, la rente d'invalidité, elle ne doit pas tenir compte du fait que vous pouvez potentiellement exercer une autre profession pour pouvoir percevoir la meilleure rente possible. François, est-ce que tu as quelque chose à ajouter là-dessus? Ouais, non, juste pour bien résumer les choses. De toute manière, enfin nous, le marché de la prévoyance, il a évolué ces 10 dernières années. À l'époque, c'était les barèmes qui étaient utilisés par les assureurs, c'était uniquement des barèmes fonctionnels. Et donc des barèmes croisés. Après, les barèmes professionnels sont rentrés dans un second temps dans la brèche et aujourd'hui, tous les contrats du marché, globalement, tous les bons contrats du marché disent j'ai un barème professionnel, j'ai un barème professionnel, regardez-moi. Le problème de ça, c'est que vous, à la CARMF, tu l'as dit, il y a des chirurgiens, il y a des médecins, les pratiques de la médecine sont différentes et vous n'avez pas forcément les mêmes problématiques. On le voit bien aujourd'hui dans l'exemple d'un chirurgien, enfin peu importe, peut être médecin dans l'exemple du diabète, avoir un barème professionnel peut être désavantageux. C'est pas forcément la meilleure solution et ça vous avantage pas forcément. Mais ça, on ne peut pas le savoir. Il faut que ce soit individualisé, c'est-à-dire, et puis on ne connaît pas le risque qu'on peut subir, le sinistre qu'on va avoir, on ne peut pas le connaître à l'avance. Donc, aujourd'hui, les meilleurs contrats d'assurance vous donnent le choix du barème applicable lors de la réalisation de ce sinistre. Donc, on prend le meilleur taux d'invalidité. Parce que le calcul du taux d'invalidité, taux d'incapacité, c'est ce qui va déterminer la rente qui va vous être versée par la suite. Donc aujourd'hui, quand vous avez quelqu'un qui vous dit ne vous inquiétez pas, j'ai un barème purement professionnel, ne prend pas en compte la notion de reclassement, etc., etc., on se dit oui, très bien, monsieur, mais pas dans toutes les situations et loin de là, parce que les médecins, un médecin libéral qui travaille, qui peut venir
en fauteuil roulant, bon, je grossis le trait, hein, mais accueillir des patients et puis il aménage un peu son lieu d'exercice, bah, s'il est sur un barème professionnel, il s'y retrouve pas parce que son fonctionnel, quand même, il a beaucoup plus d'impact. Ça va être différent suivant la pratique. Un chirurgien, on parle d'un pouce, bah oui, bien, un barème professionnel, très bien. S'il est un pouce coupé, mais il peut avoir une autre patho, hein, on en a aucune idée. Donc voilà, possibilité d'avoir le choix sur le barème lors de la réalisation d'un sinistre. Donc le barème, c'est une chose. La détermination du taux, c'en est une autre. C'est assez simple, là, c'est pareil, hein, ça va dépendre des structures de contrat que vous pouvez avoir. Vous avez différents types de calculs, finalement, pour déterminer votre taux d'indemnisation. Et il n'y a pas besoin d'avoir fait Polytechnique quand on va regarder les formules de calcul pour voir qu'il y a des formules de calcul qui sont beaucoup plus intéressantes que d'autres. Donc vous en avez 3, la formule T sur 66, la formule T sur 100 et la formule T-33 sur 33. Et bien évidemment, la formule la plus avantageuse, et là aujourd'hui c'est vraiment quelque chose qu'il faut regarder là aussi, c'est la formule T sur 66. Beaucoup de contrats la pratiquent quand même aujourd'hui, néanmoins c'est quelque chose qu'il faut vérifier. Si on part du principe que vous avez un taux d'invalidité à 33%, 33% étant, on va dire, la base, si vous avez la formule T sur 66, vous faites 33 sur 66 et donc du coup, vous touchez 50% de l'indemnité souscrite. Si vous faites 33 sur 100, bah forcément, vous touchez que 33% de l'indemnité souscrite. Et si vous faites la dernière formule de calcul, c'est simple, au plus bas taux d'invalidité, vous ne toucherez aucune indemnité. Donc, aujourd'hui, la formule qui doit vous être appliquée, et ça c'est non négociable, dans votre contrat de prévoyance, c'est la formule T sur 66. Si on prend un exemple d'un médecin praticien qui a une rémunération de 40 000 € avec une invalidité de 40%, et ben voilà, vous avez des chiffres qui sont relativement marquants. Vous allez passer d'une rente d'invalidité de 24 242 à 8 484 € juste en fonction de la formule de calcul qui est inscrite dans vos conditions générales. Donc, je ne sais pas si vous êtes déjà intéressé à ce sujet-là, si pour vous c'est avéré que vous êtes sur du T sur 66, mais regardez ça. Pas du tout. Je découvre toutes les notions là. Je paye depuis des années et des années. C'est pas forcément moi qui gère ça, mais je trouve ça très intéressant. Mais j'imagine que le taux des cotisations, il augmente avec la formule choisie. Pas forcément. Pas forcément, non. D'accord. C'est un point parmi tant d'autres, en fait. Et en fait, si vous voulez, le problème dans un contrat de prévoyance, c'est que les conditions générales font généralement entre 30 et 42 pages. Oui, c'est exactement ça. Mais vraiment, hein, d'ailleurs, c'est un petit peu fait pour ça, hein, c'est pour vous perdre. Et puis, chaque condition générale de chaque compagnie d'assurance sont bien évidemment pas formulées de la même façon. Ah. Donc aujourd'hui, nous, notre boulot, c'est d'aller faire un peu les rats de laboratoire, les rats de bibliothèque, je dirais plutôt, et puis d'aller se dire, tiens, bah, le paragraphe qui traite de la formule de calcul, on va l'extraire de chez la MACSF, et puis on va prendre le paragraphe de la formule de calcul de Swiss Life, par exemple, et puis on va venir les comparer. Et en fait, ce petit jeu-là, on peut le faire presque à l'infini, tellement dans votre contrat de prévoyance, il y a de sujets à couvrir. Par contre, les sujets ne seront pas les mêmes pour tout le monde. Déjà, 1 en fonction de la profession, 2 en fonction de l'âge, 3 en fonction de si vous êtes fumeur ou non-fumeur, est-ce qu'il y a des exclusions ou non, est-ce qu'il y a des affections de longue durée. Enfin voilà, il y a je dirais presque que chaque cas est spécifique. Donc, pour répondre à votre question, pas forcément, parce qu'on peut se retrouver avec un contrat T sur 100, mais qui est chargé en options Psy Plus ou que sais-je, et qui fait que finalement, vous allez vous retrouver avec un contrat largement aussi cher qu'avec une formule T sur 66. Mais normalement, la norme aujourd'hui, quand même, de ce qu'on voit, hein, c'est que la plupart des assureurs pratiquent la formule T sur 66. Ouais, après, il y en a pas mal, l'été sur 100, par exemple. Je sais pas si je pense que ça a évolué à la MACSF, mais vous êtes tous à la MACSF en majorité aujourd'hui. À l'époque, c'était du T sur 100. Je suis pas sûr que ça a évolué. Il faudrait qu'on regarde le CG. Mais alors que c'est un contrat qui est très commercialisé chez vous. Mm. Voilà. Du coup, je le disais, hein, les exclusions, ça fait partie des sujets à verrouiller quand même. Si par exemple l'un ou l'une d'entre vous pratique
des sports un peu plus extrêmes. Mais quand on dit sport extrême, attention, ça peut être de l'équitation. Est-ce qu'on considère que l'équitation est un sport extrême? Ça, c'est un autre sujet. Néanmoins, l'équitation est souvent exclue dans les contrats de prévoyance. Donc là, c'est pareil, quelqu'un qui est médecin et qui pratique de l'équitation tous les week-ends, là, il y a un sujet quand même à se poser, parce que si on a une invalidité ou une incapacité qui est liée à une chute de cheval, eh ben, il ne se passera rien. Bah, Voilà. il y a juste, ouais, en fait, on a mis le sport parce que le sport, on se dit souvent, et le marché, en fait, dit souvent, enfin, les conseils en assurance disent souvent que, ah, bah, le sport, c'est bon, vous ne le pratiquez pas dans le cadre d'une activité euh, professionnelle, entre guillemets, ou vous ne le pratiquez pas dans un club où vous êtes affilié, etc. Mais c'est juste à titre à la sortie du dimanche, on va dire. Mais en fait, la sortie du dimanche, bien souvent, est exclue. Donc, il faut, quand on souscrit un contrat de prévoyance, le retour global, c'est faut tout dire. Faut tout dire, faut annoncer à l'assureur ce que vous faites. C'est un moment désagréable parce qu'on a l'impression de se livrer et de livrer tout ce qu'on a. Mais faut le dire. Voilà. J'ai pas compris, mais vous allez peut-être me corriger. J'ai eu l'impression d'avoir eu une surprime parce que moi, je pratiquais la plongée, mais que c'était Ouais, exclu. possible. Mais Alors, j'avais une surprime, mais c'est exclu. Je trouvais ça aberrant. Ou j'ai pas bien compris. Alors, vous pouvez avoir une surprime Et une pour la exclusion. et une exclusion, enfin c'est marrant, hein, c'est Ah rare, hein. non, ça m'a pas fait rire du tout. Ça peut être une surprime Le liée. mot marrant, soit très Après, bien choisi. la surprime et l'exclusion peuvent être totalement décorrélées. Vous pouvez peut-être avoir eu une surprime pour quelque chose et une exclusion pour autre chose. Et j'ai Ou cru alors, comprendre que c'était pour la même chose, mais peut-être j'ai même ouais, pas bien compris. Hein. ouais, ou alors vous avez une exclusion pour, par exemple, les indemnités journalières, l'invalidité, Ouais. mais du coup, vous avez une surprime pour la partie décès, parce ils vont pas vous empêcher de mourir. D'accord. Vous voyez ce que je veux dire? Après, il y a des assureurs sur les sports comme la plongée, etc., en club, qui ont des appréciations différentes. D'accord. Vous avez la problématique de la plongée, bah, suivant les assureurs qu'on interroge, bah, il y en a qui disent, OK, venez chez moi. Après, il faut pas aller chez un assureur uniquement pour la plongée si l'ensemble des autres garanties sont complètement Ok. euh, Et là, je vais reprendre cet exemple-là. Donc là, à l'époque, je peux le concevoir parce que c'est effectivement de la plongée en club avec des plongées profondes et régulières. Donc ça, on n'en fait plus, mais là, on va repartir. Donc on plonge maintenant peut-être une fois par an pendant les vacances. Est-ce que ça justifie la même déclaration? Pareil. Ça va dépendre pareil, de vos conditions générales pareil. aussi, hein. En fait, il faut savoir que, enfin, moi, on m'a toujours dit dans cette profession, tout est écrit. Donc, il faut aller voir dans les conditions générales. Ça, c'est notre boulot et forcément, c'est pas le boulot, c'est pas votre boulot, mais il faut aller voir ce qui est écrit parce que souvent, dans les risques exclus, c'est bien spécifié. Est-ce qu'on est sur de la plongée en compétition entre guillemets? Est-ce qu'on est sur de la plongée occasionnelle? Voilà, il faut le déterminer. Et comme le disait François, il faut écarter tout doute, tout risque. Il faut que tout soit bien mentionné. J'en profite pour évoquer une petite chose, ça concerne peut-être personne aujourd'hui, mais c'est le côté fumeur-non-fumeur. C'est hyper important le côté fumeur-non-fumeur parce que bah, souvent on se retrouve avec des clients qui nous disent oui, mais moi je ne suis pas vraiment fumeur, je fume une cigarette de temps en temps, je suis un fumeur occasionnel, je fume une cigarette ou deux par mois. Bon, les choses sont très claires au sujet de la cigarette. Pour les assureurs, vous êtes considéré comme fumeur à partir du moment où vous êtes considéré comme non-fumeur à partir du moment où vous n'avez plus touché à une cigarette depuis 24 mois, 2 ans. Et la cigarette électronique, c'est le même combat puisque vous avez de la nicotine à l'intérieur. Du coup, nous, on a eu un sujet là-dessus l'année dernière avec un assureur et on leur a dit, mais attendez, si une personne arrête de fumer au bout d'un an, logiquement, si elle fait un test de cotinine, elle n'aura plus de nicotine dans le sang. L'assureur nous a quand même répondu que demain, si vous avez un pépin de santé et qu'on fait des tests et qu'on vous demande, parce que vous avez une pathologie qui va nécessiter une cicatrisation spécifique, on va vous demander si vous êtes fumeur ou non. Et en fait, c'est dans cette recherche-là que l'assureur peut venir vous chercher. C'est-à-dire que vous pouvez considérer ne plus être fumeur depuis un an,
Mais si vous arrive un pépin et que vous avez une opération qui nécessite de répondre à la question, voilà, est-ce que vous avez fumé ces derniers temps et que vous répondez oui, là, il y aura un vrai problème. Et c'est hyper important parce qu'au-delà de la fraude à l'assurance, et ben, vous serez surtout pas du tout indemnisé au titre d'une incapacité ou d'une invalidité. Voilà, Et j'écarte le puis, sujet de la prime non-fumeur, mais c'est un sujet néanmoins très important et qui revient assez régulièrement quand on souscrit des oui, contrats. il revient tout le temps. OK. Ok. Il y avait un dernier petit point, couverture des pathologies non objectivables. De toute manière, on va les voir, on Ouais. va voir tout ça après. C'est notamment c'est le sujet des affections psychologiques, psychiatriques. Est-ce qu'elles sont prises en charge, pas prises en charge? Parce que vous, c'est 50% des arrêts chez vous. Donc voilà. Ah si, petite chose intéressante. Aujourd'hui, quand on parle d'invalidité, quand on parle de taux, donc un assureur sur une invalidité, donc l'invalidité, c'est la rente qui va vous être versée entre 3 ans et votre prise de retraite, et là, c'est les régimes obligatoires qui prennent la suite. Entre 3 ans et votre retraite, vous pouvez percevoir une rente, et cette rente, elle peut être partielle ou totale. Partielle, j'ai une invalidité, un taux d'invalidité entre 33% et 66%. Total, j'ai une invalidité supérieure à 66%. En dessous 33% de taux d'invalidité, je n'ai rien. Quid, j'ai quand même souscrit un contrat de prévoyance. Aujourd'hui, dans les contrats de prévoyance, vous avez des options qui vous permettent de diminuer la prise en charge. C'est-à-dire que en dessous de 33% d'invalidité, vous pouvez commencer à avoir une prise en charge. D'accord? Là, on donne l'exemple, contexte, activité, chirurgie opératoire et consultation. Donc, accident, chute dans un escalier, fracture cervicale, séquelles, etc. Donc, on a une perte de dextérité manuelle, on a eu un abandon de chirurgie de la main. Donc, on a un taux d'invalidité qui est calculé. Bon, il est de 25%, donc inférieur à 33%. La personne gagne 143 000 euros. On a une formule d'indemnisation de T sur 66, un taux d'indemnisation réel, donc de sa rémunération à 37,87%. Donc on voit que en dessous, sans l'option à 16%, sans la souscription de cette option, il n'aura aucune indemnisation. C'est-à-dire quand même 54 000 euros. S'il souscrit cette option, il va pouvoir bénéficier de sa rente. C'est-à-dire c'est soit 0, soit 54 000, ce qui est quand même juste pour une option et une diminution potentielle de sa prise en charge, enfin, une optimisation de son contrat. C'est pas quelque chose d'aléatoire et donc on voulait vous le spécifier. D'accord? Et ça, Et c'est d'autant des options au contrat. Ouais, et d'autant plus pour rajouter, sur l'option 16 que on doit se dire du coup: «Mais attendez, ça va majorer fortement mon contrat ça». Ben, pas du tout. Nous, on le voit, hein, quand on tarifie, sur certaines compagnies et qu'on passe de l'option 33 classique à 20 ou 16, ça va peut-être venir majorer votre contrat de 5 ou 6 euros par mois ou 10 ou 12, mais c'est pas quelque chose qui va doubler la cotisation de votre contrat. Donc vous voyez, quand on parlait un petit peu d'évolution des cotisations et cetera, il y a des choses qui sont indispensables à mettre en place parce que le gain est vraiment, très grand et d'autres qui se regardent plus. Par exemple, la rente éducation, c'est un sujet parce que, c'est très important, néanmoins c'est très cher. Donc c'est pareil, c'est une autre réflexion qu'il faut poser. De la même façon que les délais de franchise, est-ce qu'il est intéressant d'avoir un délai de franchise à partir du 3e jour pour venir doubler sa cotisation? Ou est-ce qu'il est plus intéressant de conserver un délai de franchise maladie à 30 jours? Puisqu'on se dit que finalement, comme on est une profession libérale bien organisée, on a forcément de la trésor devant nous, donc sur le 1er mois, on peut très bien ne pas se servir de sa prévoyance et donc payer une prévoyance moins chère. Voilà, c'est des Ouais. arbitrages qu'il faut faire en fonction de chacun. Oui, et puis là-dedans, en fait, pour finir là-dessus, la prévoyance, ça sert pas à couvrir de la bobologie, ça sert pas à couvrir du court terme. Il faut être focus sur de l'invalidité, sur de l'indemnité journalière
entre un mois, 2 mois et 3 ans, ça doit couvrir du gros risque. Pas de la bobologie, pas d'avoir une prime parce que bon, je sais pas, la prime maternité, là j'ai en tête, c'est pas le sujet de la prévoyance. Enfin bon, poursuivons. Les affections psychiques. Bon, chez vous, les affections psychiques, vous avez à gauche, en termes d'indemnité journalière, c'est en 2023, c'est 30% des indemnités journalières qui sont payées pour des affections psychiques. Et ensuite, après, c'est maladie cancéreuse, donc pour 25%, donc ce qui fait déjà une grosse part des IJ. Donc, on va parler un peu, en fait, on parle de DLD, là, hein, globalement. Ensuite, sur la notion d'invalidité, à droite, en vert, le psy, les invalidités aujourd'hui. Donc, invalidité, c'est vraiment un statut, une patho qui est inscrite dans votre vie quotidienne et que vous aurez ad vitam aeternam. C'est 50% de vos arrêts. Donc, le psy, aujourd'hui, c'est le sujet numéro un et c'est là où il y a le plus de disparités dans les contrats d'assurance. Le cadre juridique, il est simple. Article L113-1 du Code des assurances impose des exclusions formelles et limitées. Et la jurisprudence suit par là, on invalide toute clause trop vague. Ça veut dire que un contrat d'assurance doit indiquer, tout est écrit dans un contrat d'assurance. Absolument tout est écrit. J'ai une patho, c'est gris, c'est noir ou c'est blanc. Tout est écrit. Si ce n'est pas écrit, le contrat d'assurance ne tient pas et on peut le remettre en question si on a une couverture qui nous est refusée. Donc dans l'assurance, il y a un truc, il faut juste savoir lire. C'est complexe, c'est laborieux, et comme c'est très disparate, ça en est très compliqué, mais tout doit être écrit. Le sujet numéro un aujourd'hui, c'est que tout contrat écartant sans précision les affections psychiques peut voir son exclusion jugée abusive ou inapplicable. D'accord? Donc en fait, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est la notion de pathologie objectivable. Est-ce qu'on peut vraiment déterminer la patho? Et en fait, toutes les pathos, et notamment le psy, on va voir par la suite que c'est très compliqué. Donc, euh, on a beaucoup d'exclusions qui sont fréquentes ou implicites parce que c'est non objectivable. C'est-à-dire toutes les pathologies exclues explicitement. Tout d'abord, on a la fibromyalgie, la fatigue chronique, spasmophilie, asthénie. En fait, toutes les justifications dont, justement, qui sont très difficiles à prouver cliniquement par des analyses biologiques, par de l'imagerie médicale, etc. En fait, tout ce qui est flou, aujourd'hui, les assureurs, euh, ils s'en dégagent. Donc, on va sur une grosse partie du marché, il y a ces exclusions-là. Sauf que, on le verra après, la fibromyalgie, par exemple, c'est une patho, c'est juste à droite, c'est 3,4% de patho chez l'homme, non, chez la femme, et 0,5 chez l'homme, mais les fibromyalgies vont conduire bien souvent à des arrêts psy répétés. C'est des douleurs chroniques, etc. Donc, sauf que initialement, en base, là, on a, on a beaucoup de mal à objectiver les choses. Euh, sur le psy, sur les affections psychiques, le marché est disparate aussi en termes d'application de la garantie. Par exemple, voilà, on a GPM, groupe Pasteur Mutualité, qui est bien connu sur le marché, qui a fait évoluer ses contrats et ses conditions au 1er janvier 2025. Donc aujourd'hui, les indemnités journalières souscrites prenant en charge des troubles psychopathologiques est versée de manière dégressive. 100% pendant 6 mois, très bien. Soit 75% du 6e au 12e mois, voilà. Et 50% au-delà du 12e mois jusqu'au 1095e jour. Donc finalement, on a une petite pathologie, un burn-out léger, voilà. Mais si on a une vraie pathologie psy, euh, et ben là, on perd la moitié de la garantie, avec une dégressivité de cette garantie. Donc on le voit bien en fait, en fonction des pathologies qu'on a, on voit bien que le marché
il va se différencier par les montants de couverture, la durée de ces couvertures, les délais de carence, etc., etc. Donc aujourd'hui, soit on a un assureur qui a une lecture très large en disant OK, je vous couvre pour le pato, soit on a un assureur, globalement, c'est ça ce qu'on retrouve sur le marché, qui va tout de suite énumérer les pathologies qui ne seront pas prises en charge. Donc on peut le voir ici. Vous voyez un tableau comparatif, on a Abeille, on a Alliance, on a Groupe Pasteur, on a La Médicale, MACSF, MetLife. Tout à droite, on a la fibromyalgie, l'asthénie et les symptômes de fatigue chronique. Donc, on voit par exemple chez Groupe Pasteur, fibromyalgie exclue. Également la médicale, MACSF exclue, MetLife également. Le problème de la fibromyalgie, parce que c'est très difficilement objectivable par un assureur, c'est que est-ce qu'il va conduire à la couverture d'un arrêt psy si initialement là-bas c'est de la fibromyalgie? Parce que est-ce qu'il va réussir à objectiver, à se dire bon ok c'est à cause de ça donc on vous couvre. Plus il y a d'incertitude dans un contrat d'assurance, plus on va marcher sur des œufs. Après on voit que sur le psy, sur les prises en charge du psy, elles sont conditionnées. Donc, on l'a vu avec Groupe Pasteur, avec une dégressivité des indemnités journalières versées. Euh, on peut avoir des maximums de versements. Donc là, en 5, chez MetLife, c'est versé pendant 365 jours max. Donc, c'est un an. Bon, un an, le problème, c'est qu'il reste longtemps après encore, où on n'a rien, alors que ce sont 50% de vos arrêts. Donc, il faut vraiment, euh, il faut vraiment être vigilant par rapport à comment évolue le marché de l'assurance. Et on le voit bien, tout ce qui est ALD, donc euh, eh ben, ça va être de plus en plus décrié et mis de côté par les assureurs. Dès que c'est non objectivable, excusez-moi, ça va être globalement retiré et les assureurs ne veulent plus d'ALD. Bien, il est 14h02, il nous reste 2 petites notions. Je vais essayer d'être synthétique. Le mi-temps thérapeutique avec la rechute et la récidive dans un premier temps, et puis un petit laïus à la fin sur la maternité. Alors, le mi-temps thérapeutique, qu'est-ce que c'est? Une définition assez simple, c'est une reprise évidemment partielle et aménagée de votre activité professionnelle qui est décidée par votre médecin. J'ai mis entre crochets après un arrêt complet de travail, et vous allez comprendre pourquoi. Donc, c'est une étape transitoire, généralement pas plus de 12 mois, pendant laquelle l'assuré alterne soins et travail en vue d'une reprise à temps plein sur du moyen long terme. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fonction des compagnies d'assurance, et une fois de plus, en fonction de vos conditions générales, le mi-temps thérapeutique ne va pas être traité de la même façon. Je ne vais pas les nommer aujourd'hui parce que ce n'est pas l'objet, mais on va dire que la compagnie d'assurance A va accepter de vous ouvrir, entre guillemets, un mi-temps thérapeutique après votre délai de franchise, sans pour autant que vous ayez eu un arrêt complet de travail auparavant. La compagnie B, elle, ne va pas accepter que vous ayez mis en place un mi-temps thérapeutique s'il n'y a pas eu auparavant un arrêt de travail complet. Quelle que soit la durée. Quelle que soit la durée. Exactement. Exactement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans un premier temps, les assureurs vont prendre en compte votre délai de franchise. Donc ça, c'est plutôt logique. Si vous avez un délai de franchise, si vous avez un arrêt partiel lié à une maladie et que vous avez un délai de franchise de 30 jours, on est obligé d'attendre que ce délai de franchise passe. Et en fonction de la compagnie, soit on va tolérer que vous puissiez mettre en place un mi-temps thérapeutique de suite lié à cette pathologie, alors que dans d'autres compagnies, on va vous forcer, entre guillemets, à ce qu'il y ait un arrêt complet de travail pour ensuite pouvoir potentiellement accepter un mi-temps thérapeutique. Et là, vous parlez au-delà du délai de franchise ou pas? Non. Au-delà du délai de franchise. De toute façon, le délai de franchise, on va dire qu'il est incompressible. Pardon. C'est ce que je vous mets là à un moment, le mi-temps thérapeutique pendant la franchise, vous n'avez pas d'indemnité versée. Donc, quoi qu'il advienne… Si l'arrêt complet est le temps de la franchise, est-ce qu'on peut débuter le mi-temps dès la fin de la franchise? C'est clair ce que je vous dis? Oui. Ouais, c'est très clair. Et du coup, la réponse est… C'est peut-être moi du coup qui ne suis pas clair. La réponse va dépendre des assureurs. L'assureur A
va attendre que vous ayez eu un arrêt complet de travail pour procéder ensuite, on va dire un petit peu comme une rechute à un mi-temps thérapeutique, d'accord? Et l'assureur B, lui, va potentiellement vous permettre d'accéder à ce mi-temps thérapeutique de suite sans pour autant qu'il y ait eu un arrêt complet de travail auparavant. Et c'est hyper important parce que vous, aujourd'hui, vous avez une patientèle, voilà, vous avez une activité et le but et la jeunesse du mi-temps thérapeutique, c'est d'être un rempart pour vous au décrochage de votre profession. Donc, il est hyper important, dans la mesure du possible, que votre contrat de prévoyance puisse permettre que votre mi-temps thérapeutique débute tout de suite et qu'on n'ait pas un arrêt complet de travail auparavant. Est-ce que c'est clair ou pas du tout? J'ai bien compris, oui, que certains demandaient un arrêt complet avant, mais ma question, c'était s'il y a un arrêt complet qui dure juste la durée du délai de franchise. Est-ce qu'il faut que cet arrêt complet, il dépasse le délai de franchise? C'était ça. Non, pas nécessairement. Ah, ok. Pas nécessairement. Et du coup, on en vient à la notion de rechute et récidive. Et c'est ce que François me disait, enfin, on a eu cette discussion-là hier. En fait, aujourd'hui, si vous avez un arrêt de 4 jours, ou de 5 jours, ou de 6 jours, alors que vous avez une franchise de 30 jours, vous, potentiellement, votre réflexion, ça va être de se dire, bah, franchement, je ne le déclare pas parce que de toute façon, mon délai de franchise je ne vais pas être indemnisé, je vais avoir une prévoyance sinistrée, etc. Donc, je ne déclare pas. Ça, c'est une erreur parce que si aujourd'hui, vous avez un arrêt de 4 jours qui est lié à une pathologie, une affection dorsale, par exemple, vous avez un mal de dos, vous êtes arrêté 5 jours et que vous ne déclarez pas cet arrêt, si plus tard, vous faites un autre arrêt relatif à cette affection dorsale et que c'est un arrêt de 30 jours ou 60 jours, eh bien, dans ce cas-là, le fait d'avoir déclaré un premier arrêt va permettre d'avoir une exonération de franchise. Alors que si vous n'avez pas déclaré de premier arrêt, vous ne serez pas considéré comme une rechute et récidive et donc du coup, vous aurez un délai de franchise à attendre. Ah, je ne savais pas qu'il existait des rechutes dans le cadre de la maladie simple et pas de la maladie professionnelle. Si, il existe des rechutes dans tout type de dommages. Vous pouvez avoir des rechutes. Le principe, c'est que la rechute, elle doit désigner une nouvelle période d'incapacité survenant évidemment après une reprise d'activité et qui est liée à la même pathologie. Il faut vraiment que ce soit la même pathologie qu'auparavant pour que ça puisse être objectivé en tant que rechute et récidive. Et donc, en cas de rechute, on n'a pas de nouvelles. Enfin, la franchise n'est pas. Alors, Pas là, je zéro. rentre un petit peu dans le détail. Donc là, c'est pareil, ça va aussi dépendre des conditions générales. Si vous avez une rechute, je pense à une compagnie en particulier, si vous avez par exemple une rechute dans les 6 mois et que vous avez déclaré un premier arrêt de travail lié à cette pathologie, le délai de franchise ne sera pas applicable, c'est-à-dire que vous allez être directement indemnisé. D'accord. Si vous avez une rechute, par exemple, qui excède 12 mois, 1 an après, potentiellement, vous pouvez avoir un délai de franchise qui va être réactivé. Et toutes ces notions-là, une fois de plus, sont retrouvées dans les CG, dans les conditions générales de vos contrats. Effectivement, faites bien de lever les yeux parce que c'est Oui. franchement assez austère et on est obligé d'aller voir vraiment ce qui se passe dans le paragraphe 37 de point 2 de la On est loi. obligé d'avoir un courtier, quoi. C'est ce que vous essayez de nous faire comprendre. Non, vous pouvez faire ça. Déjà, nous, l'objectif là de ces petits webinaires, c'est de vous alerter un petit peu sur les C'est points. super intéressant. Après, vous savez tous lire. Donc, si vous savez tous lire, vous êtes capable de le faire. Mais si vous voulez être accompagné, bien évidemment, avec grand plaisir. Non, mais c'est vrai, je Voilà. tout l'intérêt. Juste le montant de l'indemnité journalière, bon, ça en découle, c'est un petit peu logique, puisqu'on est sur du mi-temps thérapeutique, il sera maximum de 50% de votre IG. D'accord? Et la durée maximale, généralement du mi-temps thérapeutique est de 12 mois. François, est-ce que tu veux rajouter quelque chose avant que je termine sur la maternité? Non, c'est juste que le mi-temps thérapeutique, je pense que et les affections patho, etc., affections longue durée, maladies non objectivables, etc., c'est dans l'air du temps et on y va de plus en plus. Donc, globalement, nous, à l'époque, le mi-temps thérapeutique, en tant que courtier en assurance, c'est pas un truc qu'on regardait. Sauf qu'aujourd'hui, la pratique des arrêts, entre guillemets, évolue. Et c'est un sujet qui est très important pour quand on a une patho qui vient, qui repart, etc. C'est un sujet qui est très important à maîtriser pour éviter d'avoir un décrochage de son activité totale, quoi. C'est parce que rester en activité en mi-temps thérapeutique,
ça permet de rester aussi un petit peu en vie, etc. Et on voit bien que les gens qui sont en mi-temps thérapeutique, derrière, ne font pas un arrêt total de travail. Et globalement, c'est, entre guillemets, c'est palliatif, quoi. Donc, c'est un sujet qui est important. Je partage votre avis. Je suis un peu plus perplexe ce que vous exprimez au sujet de l'ALD. Ouais, sur les Vous, affections longue durée, ouais. ok, mais l'ALD, Bah, j'ai un peu l'impression dans votre discours là qu'il y a un amalgame avec ce qui n'est pas bien définissable. Je veux dire, l'ALD pour cancer, ça fait partie, vous le non, considérez. non, 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 Ah, ça, c'est bien objectivable, de toute manière. Non, voilà, non, c'est ça. Parce Mmh. que là, dans votre discours depuis tout à l'heure, vous utilisez souvent ALD, mais des ALD, il y en a pour. ouais, non, Je voudrais pas. là, c'est vraiment sur le psy, quoi, Voilà, c'est ça. Oui. Mais du ouais, coup, c'est confusionnant un peu. ouais, non, D'accord? non, Parce c'est sur que le, pour nous, la ouais, majorité des ALD, ça va être effectivement tout ce qui est la cancéro, Mmh. ouais, ouais. le diabète ou les choses comme ça. Enfin, la majorité des ALD sont quand même sur des maladies, pour le coup, Mmh. objectives. Objectivement. Ouais, non, là, on est vraiment sur le psy. Je finis Dernier rapidement sujet? sur la Ouais, maternité, vous inquiétez pas, ça va pas être long. Là, c'est encore une fois juste pour vous démontrer qu'en fonction des conditions générales, vous allez avoir des contrats plus restrictifs que d'autres. Je passe sur le côté obligatoire des prestations versées par IJ et par allocation forfaitaire de repos maternel, ça c'est une chose. Ce qu'il faut savoir sur la maternité, c'est que globalement, la maternité, et Dieu merci, n'est pas définie comme une pathologie pour les assureurs. Finalement, ça reste quelque chose d'assez logique, puisque la maternité et la grossesse ne semblent pas être une pathologie, ça c'est plutôt très positif. Néanmoins, et ben, du coup, c'est un sujet qu'on retrouve souvent. Les personnes, quand elles souscrivent, les femmes, quand elles souscrivent un contrat de prévoyance et qu'elles se lancent dans leur carrière, ou même plus tard, se pose la question, quid de bah, moi, quand je vais demain être enceinte, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que ma prévoyance me couvre? Bon, pour être très clair, sur le délai légal, c'est-à-dire 6 semaines avant, 10 semaines après, c'est le régime obligatoire qui prend le relais et la prévoyance individuelle ne vient pas vous couvrir puisque la prévoyance individuelle estime que ce n'est pas une pathologie. La prévoyance individuelle va venir vous couvrir si on décèle que la grossesse devient pathologique, c'est-à-dire soit 10 semaines après la survenance du terme, soit 6 semaines avant. D'ailleurs, François, si tu veux faire ton petit laïus sur le congé patho des 15 jours, c'est maintenant. ok. On peut avoir les arrêts, l'arrêt légal patho 15 jours avant le début du délai légal. Là-dessus, bien souvent, les assureurs, du coup, arrêtent si le régime obligatoire commence à verser, enfin, si on est dans le délai patho légal, les assureurs arrêtent de verser des prestations. Euh, Vous avez néanmoins des assureurs sur des contrats dits forfaitaires, etc., qui vont quand même vous verser votre prestation. C'est-à-dire que vous êtes sur votre dernier mois et demi de grossesse, un mois avant le terme, voilà, vous dites Pato, vous vous arrêtez 15 jours, délai légal. Vous avez une rémunération, allez, gros, si son trait de 10 000 euros par mois, donc vous percevez des IJ à hauteur de. Euh, si vous avez une perte en fait de l'assureur qui va vous arrêter de verser, vous allez perdre 5 000 euros, on va dire. Mais vous allez avoir le congé légal pathologique qui va venir en face, mais qui va être relativement très faible. Là, en fait, on oppose la question moi j'oppose ça avec la quid de la prime de maternité. Globalement, quand on est une femme enceinte, on se dit, ah, ouais, mon contrat d'assurance, je suis content, je vais avoir 2000 euros, 2500 euros lors de la naissance de mon enfant. C'est la prime maternité, c'est le grand truc. Sauf que entre avoir une prime maternité et avoir un contrat solide sur sur toute la notion d'invalidité, avoir un forfait enfin, bénéficier de son indemnité journalière pleine et entière durant toute la durée de l'arrêt, bien qu'il y ait un congé légal pato, c'est plus valable
dans la construction, dans la solidité de la prévoyance que vous souscrivez, que de juste uniquement se dire je vais avoir une prime maternité. Enfin, c'est voilà, c'est ma vision. Je finis juste par un petit comparatif que j'aime beaucoup, parce que vous allez voir que dans sa formulation, on a un contrat qui exprime une restriction et un autre contrat qui semble être moins restrictif. Et pourtant, quand on commence les deux phrases, on se dit tiens, il y en a un qui va être plus négatif que l'autre. Le premier, c'est l'assureur garantit, et le deuxième, c'est sont exclus. Donc on se dit oui, ils sont exclus, c'est pas bon. Donc je commence très rapidement avec le premier. Bon, je vous cache rien, c'est les conditions générales de la MACSF. L'assureur garantit la prise en charge de l'incapacité temporaire totale de travail consécutive à une grossesse dite pathologique, c'est-à-dire représentant une anomalie maternelle ou fœtale avérée, faisant craindre des complications pour son évolution et pour l'accouchement, et ou pouvant justifier l'obligation médicale d'un repos à domicile ou à l'hôpital. Là, on se dit, waouh, il y a quand même pas mal de restrictions dans la formule, d'accord? Si on va sur les conditions générales du contrat d'abeille assurance, sont exclues les conséquences de l'état de grossesse pendant les 6 semaines précédant la date présumée de l'accouchement, la garantie étant acquise avant cette période, seulement en cas de complications pathologiques. En fait, je ne vais pas plus loin, mais si vous voulez, le contrat d'abeille assurance est moins restrictif parce qu'on parle juste de complications pathologiques. Alors que là, on parle de pathologie présentant une anomalie maternelle ou fœtale avérée faisant craindre des complications pour son évolution, pour l'accouchement et ou. Enfin, voilà, on est toujours sur du et ou, du et ou, du et ou. Donc du coup, on va être sur un contrat qui est plus restrictif, alors que les conditions générales d'un autre contrat peuvent être moins restrictives. C'est juste un exemple, et je terminerai juste par ça, pour vous dire, regardez vos conditions générales et comparez surtout, si vous avez le temps de le faire, vos conditions générales pour voir ce qui est le plus opportun et le plus approprié pour vous. Voilà, il est 14h16, on a un peu débordé, on est désolé. Si vous avez des questions, des interrogations, n'hésitez pas. Et Temps merci. d'échange. C'était très intéressant, très enrichissant. Enfin, c'est très bien de savoir en fait les questions qu'il faut se poser, quoi. Et il y en aurait d'autres, je pense. Oui, j'imagine bien, mais déjà voilà, d'avoir, parce que c'est vrai que c'est pas notre cœur de métier. C'est en plus se projeter sur des situations dans lesquelles on n'a pas forcément auxquelles on n'a pas envie de penser. Donc, je vous Et puis il y a remercie. des évolutions marquantes tout le temps. Merci à vous pour votre écoute. C'est clair. Ouais, non, vraiment super. Merci beaucoup. C'est gentil, merci beaucoup. Voilà. Bon courage.